Bonjour à toutes et à tous, lundi 10 octobre, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine, beaucoup d'actualités, beaucoup de débats avec vous, avec nos invités tout au long de cette semaine. À 10h, je recevrai Christiana Reali pour démarrer cette émission et pour débattre aujourd'hui Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Avec nous également Alexis Poulain. Bonjour Alexis, bonjour. Journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour. Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est paru aux éditions du Cerf. Et nous attendons Michael Darmon, journaliste politique chez I24 News. Il a publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. Je pense que les crises ne sont pas terminées, que le deuxième quinquennat, il pourrait y avoir un tome 2 pour lui aussi. C'est paru aux éditions de l'Archipel. On va commencer notre tour de table avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. On va commencer peut-être avec vous, Arnaud Benedetti. C'est intéressant. Ouais. C'est un article que j'ai vu dans Ouest France il y a, je crois, ce week-end, sur une université américaine. Décidément, la dernière fois, j'avais parlé d'une université américaine. Vous allez croire que je suis abonné aux universités américaines. C'est pas le cas, mais un professeur de chimie qui avait 80 ans ou 84 ans, a été licencié de son université suite à une pétition de ses élèves qui trouvaient finalement ses cours trop exigeants. Alors c'est intéressant parce que si vous voulez, non, c'est intéressant par-delà le fait que moi je suis toujours surpris que ce soit quand même des étudiants qui évaluent leurs enseignants. Alors je peux le comprendre, mais si vous voulez, c'est des méthodes aujourd'hui qui sont utilisées beaucoup dans un certain nombre d'institutions d'enseignement supérieur, privé plutôt, où vous avez, in fine, des étudiants qui vont évaluer leurs enseignants. Alors moi, je veux bien qu'on évalue les enseignants. En général, je préfère que ce soit quand même les enseignants qui évaluent les enseignants. Je trouve que l'évaluation par les pairs, ça me paraît plutôt un principe académique qui, en tout cas, fonctionne comme ça dans le monde scientifique et dans le monde de la recherche. Mais là, si vous voulez, on a ce type de méthode qui est en train de se développer dans un certain nombre d'établissements. Et ce qui était intéressant, c'est que les directions, en général, prennent le parti des étudiants. Et c'est ce qui s'est passé avec cette université américaine. Les universités américaines sont payantes, comme chacun sait. Mais pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que la différence entre l'enseignant et l'étudiant, c'est que l'étudiant, il paye et que l'enseignant, il est payé. Donc, vous avez tout simplement une logique commerciale qui fait que, tout simplement, vous allez avoir une dégradation finalement des contenus qui sont des contenus pédagogiques, parce que pour des raisons commerciales, il faut satisfaire le client que constitue l'étudiant. Alors l'étudiant peut être totalement analphabète, ou en tout cas parfois extrêmement faible, il évaluera son enseignant, et 9 fois sur 10, la direction de l'établissement prendra le parti des étudiants. Je trouve ça assez scandaleux, et ce sont des méthodes qui se généralisent, et je ne suis pas sûr que ça contribue à l'amélioration de l'enseignement dans ces établissements. Ouais, mais c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Mais vous avez, ça existe en France, hein. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des établissements d'enseignement supérieur privés, je ne les citerai pas, qui aujourd'hui utilisent ce type de processus d'évaluation. Et 9 fois sur 10, vous avez en effet, encore une fois, des directions d'établissements qui vont donner quitus aux élèves, aux étudiants. Mais là, c'est sur le fait il ne s'agit pas d'opposer les étudiants et les enseignants, hein, c'est pas le problème en l'occurrence. Mais la méthode est quand même assez... Et surtout le motif que vous évoquez. Le motif, c'est qu'ils considéraient... Quand je lis l'article, alors je n'ai pas le contenu de l'affaire, moi j'ai lu l'article de Ouest France, mais il y a eu une pétition d'étudiants qui considérait que le niveau finalement, le contenu était trop exigeant et trop difficile et trop complexe. Oui, vous voulez peut-être réagir ? Non, mais c'est tout le problème du clientélisme dans l'éducation supérieure, où voilà, on ne cherche pas forcément l'excellence, mais et pas que l'éducation supérieure, malheureusement. Et au-delà du clientélisme, après, c'est le respect du professeur qui en prend un coup dès le primaire, on va dire. Et on voit bien que nos systèmes d'enseignement sont eux aussi bien mal en point. On pourrait parler de la rentrée, où il y a encore, je crois, 35% des établissements qui n'ont pas un effectif total du corps professoral après un mois de cours. Donc voilà, il y a cet appauvrissement général culturel qui est en cours, qui n'est pas nouveau. Alors, c'est peut-être Jean-Luc, un commentaire ? J'en ai un, oui. Tu as dit quel âge, Arnaud ? Il avait 80 ans.
84, t'as dit. Ou 84, non, je suis assez d'accord qu'on fasse intervenir des enseignants au-delà des 70 ans. Mais 84 ans, il est temps qu'ils prennent sa retraite. Hein. Pas forcément. S'il est en forme et que c'est quelqu'un Mais non, je vais... Parce que c'est une question d'âge. J'ai des collègues de 80 ans qui sont parfaitement en mesure de faire un enseignement de très grande qualité. Hein. Mais bien évidemment, en intervenant de manière partielle, tout va bien. Mais excusez-moi, hein, dans ce cadre-là, on va parler de la retraite juste après, je trouve qu'à un moment donné, on peut intervenir. Mais on peut aussi ne pas être enseignant à plein temps et dans ce cadre-là. Non, mais au-delà, je ne connais pas le dossier, Arnaud. Non, mais au-delà du cas spécifique qu'on vient de citer, c'est-à-dire de ce prof de chimie américain, c'est plutôt, moi, ce que je veux dénoncer par là, c'est la mise en place d'un certain nombre de process qui sont aujourd'hui assez banalisés dans un certain nombre d'établissements, qui font qu'on a des étudiants qui vont évaluer, peu importe l'âge des enseignants, qui vont évaluer les enseignants sans avoir quand même parfois les fondamentaux pour véritablement évaluer les enseignants. Voilà. C'est tout le cadre de la difficulté de la privatisation de l'enseignement, qui existe évidemment de manière extrêmement pleine et entière aux États-Unis. Ça existe aussi chez nous dans les écoles privées. Évidemment. Peut-être que c'est à rapprocher. Je ne sais pas si vous avez entendu Elisabeth Lévy ce matin. Je vous conseille de réécouter le podcast où elle évoque le Conseil de l'Europe qui réfléchit à déconseiller le fait d'envoyer ses enfants dans la chambre. C'est-à-dire le fil dans ta chambre, un ordre que les parents ne pourront bientôt plus donner. C'est-à-dire également dans le Parisien, le Conseil de l'Europe qui avait donc, vous en souvenez, légiféré sur la fessée. Et donc ils estiment que quand on envoie un enfant dans sa chambre, c'est une violence contre les enfants et qu'un enfant qu'on doit envoyer dans sa chambre, ça veut dire que c'est un enfant qui est en opposition et donc qui est en souffrance. Donc voilà où on en est aussi. Et c'est peut-être à mettre en parallèle avec Singapour également, où un restaurant fait payer une taxe aux parents dont les enfants sont trop turbulents. Donc vous voyez deux cultures qui s'opposent. À Singapour, ce restaurateur a décidé que quand des enfants ne sont pas tenus, entre guillemets, eh bien ça gêne les autres clients et donc il y aura un supplément au menu. Donc on voit, la différence de... Il ne faut pas s'étonner que le monde asiatique soit en train de prendre le lead sur le monde. Ça m'y a fait penser ce matin quand j'ai vu votre coup de gueule. Je me suis dit qu'il y avait peut-être une réflexion à mener. En même temps, quand on regarde, il y avait un article aussi ce week-end sur l'enseignement privé. Là, je parle l'enseignement au secondaire, qui s'en sort nettement mieux que l'enseignement public. Donc Jean-Luc, c'est pas aussi manichéen que ça. Non, je ne suis pas sur du manichéen. Le problème de l'enseignement privé, justement, c'est qu'effectivement, il est beaucoup plus indépendant et qu'il peut choisir ses enseignants. Oui. Oui, absolument. C'est comme ça. Alors, on passe à Alexis Poulain. Oui, alors moi, je sais pas quoi penser. Il y a eu cette nouvelle contradictoire, une chaîne d'infos continue qui dit que François Bayrou se dit prêt pour 2027. C'est pas qu'il se dit prêt, il l'a dit, écoutez. Ah, il l'a dit. Écoutez. Vous êtes prêt, quoi? J'ai toujours été prêt. J'ai déjà été candidat 3 fois. Qu'est-ce que vous me racontez? Donc, Bayrou, candidat et président, pourquoi pas? Vous voyez bien ce que vous cherchez. Mitterrand a succédé à un jeune président. Vous pouvez succéder à un jeune président. Ça peut tout à fait arriver, mais ça n'est pas ça la question. Vous traitez de ces sujets, pardon, ne prenez pas mal ce que je vais dire. Non, mais parce qu'on arrive à la fin. Vous traitez de ces sujets d'un ton léger. Pas du tout. Et moi pas. Parce que peut-être je suis trop inquiet. Voilà, donc il a dit qu'il était toujours prêt. Il a dit, mais oui, il est toujours prêt comme un scout. C'est un bon scout, François Bayrou. Il est toujours prêt pour dire oui à Emmanuel Macron. Donc il a été secrétaire général du Conseil national de la Fondation. On l'a vu haut commissaire au plan. On ne sait toujours pas à quoi ça sert, mais il est là aussi. Il est toujours prêt. Donc si Emmanuel Macron lui dit, écoute, tu veux pas faire le Medvedev là, tu me remplaces le temps que je revienne, il dira oui, il sera prêt évidemment. C'est à ça que sert François Bayrou, être prêt pour répondre à tous les désirs d'Emmanuel Macron. Donc après.
après, il s'en est défendu en disant mais non, j'ai pas du tout dit ça. Il l'a dit évidemment, mais ça fait partie, je pense, de cette corrosion de la politique française. C'est un peu comme les centrales nucléaires. Il y en a beaucoup qui sont à l'arrêt. Là, c'est pareil. Ça fait des gens qui ont des carrières politiques comme ça sur des décennies, qui arrivent à faire des partis. Le MoDem a été une belle réussite d'une certaine façon puisqu'il en a fait un parti clé pour la majorité d'Emmanuel Macron. Mais il s'est présenté une fois, il a eu sa chance. Le voir revenir comme ça systématiquement, c'est un peu comme Nicolas Sarkozy qui ne veut pas partir tant que les Républicains ne sont pas à terre. C'est survivant de la politique. François Hollande aussi qui sporadiquement revient avec un livre et explique que lui aussi serait prêt si jamais le moment demandait qu'un président comme lui revienne. Je ne crois pas qu'il y ait un autre pays au monde où on ait une telle longévité des personnels politiques dans la politique, parce que généralement après ça vous êtes un penseur, un think tank, vous êtes un aiguillon, quelque chose, mais là on a des gens qui sont dans le débat politique systématiquement. Il y en a un qui a été éjecté quand même. L'Italie aussi, c'est vrai. Silvio Berlusconi est là, pour les sénatoriales. Il y en a un qui a été éjecté, c'est Manuel Valls, et il en a fallu du temps, mais voilà, il était là, il n'était pas là, puis il était là. On va marquer une pause. Ça pose aussi la question on est en 2022, de ces gens qui pensent à 2027. Même quand on regarde l'interview d'Édouard Philippe ce week-end, on peut s'interroger. À tout de suite, et on en débat. Michael Darmon nous a rejoint. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on va évidemment revenir sur les pénuries de carburant. Enfin, pénurie, non, comment il a dit, Olivier Véran? Situation tendue. Situation tendue. C'est comme la précarité. Voilà, c'est ça. Comme la sobriété énergétique, c'est pareil. C'est ça, c'est une situation tendue. Ils sont formidables. Donc 30%, vous me disiez, Michael Darmon, ce matin, Oui, enfin, en Ile-de-France, selon les derniers chiffres, 45% des stations sont affectées par au moins un carburant qui manque, mais donc on va en reparler. Un carburant qui manque et tout est dépeuplé, où les routes sont très peuplées au contraire. On va en reparler dans un instant. Juste revenir sur François Bayrou, le coup de gueule d'Alexis Poulain et la question que ça pose aussi sur ces hommes politiques qui pensent à 2027 alors qu'on est en 2022. Alors François Bayrou qui dit qu'il est toujours prêt. François Bayrou, il a un espoir, c'est Joe Biden. Oui, c'est ça. Ça, on a bien vu qu'il a un modèle, il construit un modèle. Parce qu'il se dit, après 10 ans de ce qu'on appellera bientôt la décennie Macron, il y aura un changement, obligatoirement, il y aura une envie d'alternance, au moins, si ce n'est dans l'offre politique, au moins dans le style, dans la manière de gouverner, dans l'âge, et en cela, il est totalement antagoniste avec Emmanuel Macron, ça c'est certain. Donc il construit, au fond, il connaît bien son manuel de deuxième mandat. Dans le deuxième mandat, on continue à se construire en distance tout en étant à l'intérieur de la machine. Donc c'est exactement ce qu'il fait. Ça a apporté chance à Nicolas Sarkozy. Oui. C'était la méthode réussie de Sarkozy, qui était un chiracien pur sucre et qui avait réussi à faire croire à tout le monde qu'il était en rupture. Donc de ce point de vue-là, il fait à peu près la même chose. Chiracien passé par Balladur. Oui, mais après, quand même, dans le mandat, il était au cœur de la machine chiracienne, ministre d'État et ministre de l'Intérieur. Donc après, vous évoquez effectivement, et à juste titre, le fait que dès aujourd'hui, on se mette à parler de 2027, mais je crois qu'il faut aussi balayer devant notre porte les journalistes. On est un peu trop la caisse de résonance de ceux qui nous confient leurs ambitions. Oui, c'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, Édouard Philippe, qui lui a choisi la méthode, une sorte de Mylène Farmer politique, il parle très peu, et quand il parle, c'est un événement. Et tout le monde est dans la caisse de résonance, et il a les ambitions présidentielles. Mais pourquoi on ne lui renvoie pas le fait qu'il devrait un peu plus peut-être intervenir dans le débat 2022, avant d'avoir le talent permanent il intervient dans le débat 2022, puisqu'il fait des propositions sur les retraites. Oui, mais tout en parlant que de 2027 en réalité. Et ça, il n'y a aucun édito qui lui renvoie. Personne ne lui rappelle qu'il a été quand même le Premier ministre du 80 km/h, du diesel, des gilets jaunes, de la taxe carbone, qu'il était celui qui a validé le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire le déversement du déficit budgétaire. Et ça, c'est un trop rôle. Oui. Voilà. Mais il reste la personnalité politique avec la meilleure opinion. Vous savez ce que c'est la popularité? Il vous le dira mieux que moi. Ça ne veut rien dire du tout. C'est juste récupérer en creux
le fait de ne pas être impopulaire. C'est tout. L'histoire de la popularité, tous ceux qui ont été très populaires et qui ont vu leur destin national interrompu, de Michel Rocard, même à Simone Veil, en l'occurrence, c'est une longue histoire. Sur Bayrou, vous en pensez quoi, Arnaud Benedetti? Alors, il est interrogé par le journaliste, mais il peut répondre autre chose que oui, je suis toujours prêt, j'ai toujours été prêt. D'abord, il y a le quinquennat qui, on le voit bien, a complètement perverti le système. C'est que dès le lendemain de l'élection, on est déjà dans la prochaine élection et chacun se positionne par rapport à l'autre. Ensuite, on en reparlera peut-être sur le dossier des retraites. On voit bien que cette majorité n'est plus du tout la même que celle qui était la majorité de 2017, tout simplement parce qu'on est déjà rentré dans une sorte de post-Macron et que chacun commence finalement à se positionner par rapport à cette échéance de 2022, tant du côté de Philippe que du côté de Bayrou. Troisième point, c'est vrai que je suis pas sûr que ce soit la préoccupation fondamentale aujourd'hui des Français de savoir qui pour 2027. Donc ça traduit, je pense, fondamentalement quand même, et ça c'est grave, et ça rejoint le titre de mon ouvrage, le déphasage de la classe politique, et c'est embêtant pour quelqu'un comme Bayrou, qui est quand même quelqu'un de particulièrement expérimenté, et qui connaît le pays, parce qu'il connaît la France, il connaît les territoires, il a une implantation locale avec ses élus, mais tenir ses propos, ça me paraît être complètement hors de propos. Jean-Luc Benamias. J'ai connu François Bayrou pendant quelques années, et ils ont été à une période cofondateur du mouvement démocrate. Il a toujours pensé qu'il avait un avenir présidentiel. Après, vous voyez bien qu'il y a quand même, par rapport au débat qu'on a eu juste avant sur l'âge, vous êtes revenu dessus en disant « Ah mais c'est marrant, ils sont trop âgés ». Et c'est bien la question de savoir comment on change les générations. Et donc François Bayrou, il n'est pas étonnant, il est revenu dessus, vous avez vu, il a dit « Non, mais je ne le suis pas, mais je le suis quand même ». Voilà, bon... cette présidentialisation à outrance en France amène forcément à ce genre de débat. Dès que le président a été réélu et qu'il a fait son deuxième mandat, qu'il est en train de faire son deuxième mandat, on pense évidemment au troisième. Il n'y a pas de troisième mandat, donc on pense au remplaçant. Et c'est valable pour Édouard Philippe de la même manière, parce que, excusez-moi, vous avez dit, certains ont dit, il ne parle pas souvent. En ce moment, il parle beaucoup, hein. Oui, non, mais c'est... alors, effectivement, il est revenu sur ses déclarations en disant très exactement l'affirmation selon laquelle je m'intéresserai aux élections de 2027 est complètement déplacée et ridicule. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. On a passé le son, donc on comprend ce qu'on veut bien dire. Après, c'est vrai, Michael, pour balayer dans la cour des journalistes, que c'est le journaliste qui lui pose la question aussi. Oui. Donc, on n'est pas obligé de poser la question de 2027. On n'est pas obligé à chaque fois de donner une résonance. Oui, il y avait assez de sujets dans l'actualité, vous avez raison, Jean-Luc. Il y a assez de sujets dans l'actualité, même par rapport à François Bayrou, où il en est par rapport au Conseil national de la Refondation, où il en est par rapport... Alors ça a été évoqué, je pense, dans l'interview. Je sais, mais c'était ça les sujets centraux, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il a des postes... entre guillemets, à haute responsabilité, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'en fait la République? Qu'est-ce qu'en fait le président de la République? Quels sont les retours qu'on en a? On n'en a pas. Coup de cœur, pardon, de Michael Darmon. Enfin, c'est un coup de cœur, coup de gueule. Oui, alors c'est à la fois, c'est un coup de gueule. Non, en fait, je trouve très intéressant d'abord que la manière dont se continue à se propager et à s'inscrire puissamment la révolte des femmes en Iran. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en train de ronger, le pouvoir des mollahs un peu par tous les côtés, et aussi par le côté culturel, puisque on arrive à ce paradoxe incroyable depuis quelques jours à lire les médias et les vidéos. Il s'avère que le l'hymne maintenant des femmes qui se révoltent en Iran est une chanson interprétée par une chanteuse israélienne dans la série israélienne Téhéran, qui est une série d'espionnage sur une espionne israélienne en Iran. C'est extraordinaire. On va écouter. Et ça, c'est incroyable. Les Russes de l'histoire, ça. On n'a pas le chant. Voilà, mais c'est tout comme. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que cette chanson, elle a été enregistrée à Istanbul. C'est une chanteuse israélo-iranienne, d'origine iranienne, qui travaille régulièrement en secret avec des musiciens iraniens qui viennent
à Istanbul en secret pour enregistrer avec elle ses albums, qui sont à la fois des succès dans les deux pays. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que les nations sont plus fortes que les régimes, en fait. C'est-à-dire en perspective historique, la Perse, qui est un pays, une immense civilisation, qui est la société iranienne et la culture iranienne, qui a une très grande subtilité, eh bien, elle a compris où étaient aussi les générations, les gens avec lesquels il était possible de connecter. Et quoi qu'on en dise, un jour, il y aura un rapprochement entre ces deux sociétés qui ont beaucoup juste, à faire. C'est ce que disait De Gaulle sur la Russie et le communisme. Il disait que la Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre. C'est exactement ça. C'est un long travail, mais ça se fera. Je peux me permettre une petite perfidie sur ce mouvement des actrices qui se sont coupées une mèche de cheveux. C'est mais c'est très bien parce qu'on en parle et tout, mais est-ce qu'elles étaient à la manif hier? Il y avait une manif où il n'y avait pas forcément suffisamment de monde. Je n'y étais pas, donc je me condamne moi-même, mais ce que je veux dire, c'est que si ces femmes, au lieu de se couper les cheveux, ou en plus de se couper les cheveux, étaient descendues dans la rue, c'était aussi un engagement autrement plus important, même si tous les gestes sont importants, que de se couper le bout d'une mèche. Les petits gestes comptent, mais sur le plus drôle de cette campagne d'actrices qui se mettent en scène coupant plus ou moins de longueur de cheveux, ça a été l'article du Parisien qui relate l'organisation de cette opération spéciale. Alors c'est une page entière qui explique qu'Isabelle Huppert rentrait du Japon en avion, qu'elle a fait ça tout de suite dans sa salle de bain, pareil pour Adjani, elle s'est filmée avec un ami, elle rentrait d'un dîner, on sent bien qu'il y avait vraiment un investissement terrible. Et le plus drôle dans l'article, c'est le moment où il y a une jeune chanteuse, j'ai plus son nom, qui dit « Oui, je me suis coupé les cheveux et je l'ai mis au compost, comme ça, des oiseaux pourront faire des nids avec. » Donc, dans chaque petite prise de parole de ces femmes extrêmement engagées, donc on parle des Iraniennes, certes, mais elles parlent aussi beaucoup de la condition féminine, beaucoup d'elles. Et ce côté, moi, la goutte d'eau, vraiment, j'ai versé une larme parce que c'était fort, c'était beau. Vous êtes encore plus perfide que moi. Sur cette mèche de cheveux d'une actrice française qui va servir à des petits oiseaux de faire un nid, quand même, c'est magnifique. C'est très beau. Attendez, on va vous apporter des Kleenex. Mais il y a un côté ridicule du truc. Mais le sujet, je pense que le sujet, c'est pas de savoir si les artistes se mobilisent ou pas pour l'Iran. C'est franchement très secondaire par rapport à ce sujet. C'est quand même plutôt le silence des autorités françaises dans la matière. Voilà le vrai sujet, le vrai sujet politique que devrait traiter la presse, en l'occurrence. Oui, Jean-Luc, un mot. Alors je regarde ça avec intérêt, évidemment, comme tout le monde, mais je crains vraiment que les forces de répression en Iran soient beaucoup plus costauds que ce que nous vivons de manière occidentale. Ce que nous voyons des révoltes de jeunes, souvent femmes ou hommes, notamment dans les facs, mais l'Iran et les mollahs n'hésiteront pas une seule seconde à assassiner une grande partie de leur population. Le fait nouveau, dans ce que j'en vois, ici d'où je suis, c'est que cette révolte est nationale. Elle touche de nombreuses parties de l'Iran. Et intergénérationnelle. Je le dis sérieusement, je pense que c'est un mouvement de plus, parce que c'est pas le premier en Iran de révolte. Il y en a eu il y a 4-5 ans, il y en a eu il y a quelques dizaines d'années. Le pouvoir de répression me paraît beaucoup plus fort que le pouvoir de révolte. Oui, alors on va marquer une pause, on pourra dire encore un mot tout de suite après. Il est 9h28 sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons avec Michael Darmon, Alexis Poulain, Jean-Luc Benamias et Arnaud Benedetti. Quelques mots encore sur l'Iran. Rappelez effectivement la phrase de cette femme journaliste iranienne qui disait « On n'a pas besoin que les femmes françaises européennes se coupent les cheveux, on a besoin que les dirigeants coupent les liens avec les mollahs. » Oui, ça c'est évidemment pas de main lavée. On a aussi besoin de ne pas être dans les postures. Quand vous avez des militants, des activistes politiques qui disent que leur projet est de faire exploser le patriarcat, on ne les entend jamais protester contre tous les barbus de tout poil qui ont un seul projet, qui est d'emballer leurs filles et leurs femmes dans du noir. Et là, on ne les entend jamais. Donc, c'est vrai que Claude Maluret l'a résumé de manière formidable. Voilà, on ne peut pas à la fois être pour le voile à Paris et contre le voile en Iran.
Bon, on va passer peut-être à la situation en France avec l'essence, la situation tendue, pour reprendre les mots du porte-parole du gouvernement, et non pas la pénurie. 30% des stations seraient fermées en Ile-de-France. C'est aussi, la situation est assez tendue sur l'ensemble du territoire. Là, on sent que Total a décidé de jouer l'opinion contre les grévistes, puisque dans son communiqué, Total Énergie rappelle que les salariés de ces raffineries ont déjà obtenu une augmentation moyenne de 3,5%. Ils ont bénéficié en 2022 d'un intéressement participation moyen au résultat de l'entreprise de 9 108 €, avec un minimum de 7 250 € pour tous ces salariés, et que la rémunération d'un opérateur de raffinerie, c'est de 5 000 € par mois, intéressement, participation compris, donc en gros 4 300 € par mois hors intéressement. Donc c'est de les renvoyer dans leur corps en disant vous gagnez bien suffisamment. Ça, on avance. Pardon, Jean-Luc ? Avec ça, on avance. On avance. Non, on n'avance pas, ça c'est sûr. Donc la question, c'est est-ce que le gouvernement doit réquisitionner, doit casser il peut le faire. Pourquoi ne le fait-il pas, Jean-Luc ? La question, d'abord, c'est pas qu'en Ile-de-France que des postes à essence. Je vois ça notamment dans les Bouches-du-Rhône. Oui. J'ai réussi à faire un plein la semaine dernière. Mais comme sur Marseille, je circule en vélo, c'est plus pratique. Mais si j'ai besoin de ma voiture, je serai en difficulté, et notamment un nombre de salariés qui vivent en dehors de Marseille sont en grande difficulté. Donc le phénomène... parce que vous parlez d'Olivier Véran qui dit oui, il y a un problème. La semaine dernière, il disait il n'y a aucun problème, il n'y a aucune pénurie. Et la première ministre qui dit ça va s'arranger dans la semaine. Exactement. Et à ce niveau-là, il faudrait que les Françaises et les Français voient les choses de manière directe. Ils s'en aperçoivent immédiatement. Être en dehors des réalités autant que ça pose vraiment de larges problèmes, et on a déjà vu ça dans d'autres périodes. C'est-à-dire quand les faits sont là, on les acte. Et on dit voilà ce qu'on va faire. On ne dit pas il n'y a pas de fait. On ne dit pas il n'y a pas d'acte. On fait les actes et on y va. Et on exprime par rapport à ça. Moi je dirais par rapport aux salariés, le droit de grève est un droit existant, mais qu'à un moment donné, il faut savoir négocier, et il serait grand temps que les grands groupes pétroliers négocient le plus rapidement possible et ne répondent pas, ce que tu as dit tout à l'heure Valérie, c'est ce qu'ils répondent, tout va bien. Non, si tout allait bien, il n'y aurait pas ce genre de schéma, car les super profits, ça existe, et les super profits des grosses boîtes pétrolières, ils sont gigantesques. C'est un autre débat par rapport à ce qu'on fait par rapport aux super profits. Il n'y a pas de raison que les salariés n'en touchent pas une partie. Ouais. Après, il y a aussi un enjeu politique. La CGT a réussi à donner le coup d'envoi de la rentrée sociale. L'a fait avant la France Insoumise. Parce qu'il y a la marche la semaine prochaine, le samedi, à l'appel de la France Insoumise. On sait qu'il y a des frictions entre le syndicat et le parti politique, parce que le syndicat estime qu'il n'est pas du rôle de la France Insoumise de porter la conflictualité sociale, ce que veut faire en permanence donc les Insoumis, ce qu'ils veulent faire. Et la CGT a réussi à positionner sur une entreprise emblématique, sur un sujet emblématique, le premier conflit de la rentrée, ce qui a permis de voir un peu comment chacun se comporte. Ouais. La prudence, voire la réserve, enfin il n'y a pas que les Français sur la réserve, il y a le gouvernement aussi, qui ne sait pas, qui n'arrive pas à rentrer, qui ne sait pas anticiper et qui ne peut pas gérer ce problème parce qu'il est piégé par sa majorité relative, par la situation inflationniste, les partis politiques qui sont absolument spectateurs, et les syndicats, et en particulier donc la CGT, qui veut reprendre le lead de la contestation sociale face à un Berger qui lui a dit « je suis contre les grèves préventives » parce qu'il veut maintenir son positionnement de réformiste et d'accompagnateur des réformes. Donc on a maintenant aussi avec ce conflit le début du paysage social du deuxième et dernier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est intéressant, si vous voulez, si on prend un peu de distance par rapport à ce qui se passe, vis-à-vis de la façon dont l'opinion peut réagir. Vous avez trois cibles qui sont, j'allais dire, des cibles qui aujourd'hui posent problème pour une partie de l'opinion. La première, c'est les syndicats, parce que finalement, la CGT prend en otage, d'une certaine manière, en tout cas c'est comme ça que ça va être perçu, les Français à travers ce mouvement de grève.
Deuxième cible, ce sont quand même les dirigeants de grosses sociétés qui font des profits, qu'on le veuille ou non, qui manifestement ont pris le parti de durcir leur position ce matin, ce qui signifie qu'on va avoir un conflit qui, en tout cas cette semaine, risque de s'enquister, avec vraisemblablement encore des fermetures supplémentaires de stations-service, qui va créer des problèmes. Et troisièmement, le politique, puisque, in fine, le politique, on va à un moment donné, une partie de l'opinion va se retourner, il va lui poser la question de savoir quel est son rôle et qu'est-ce qu'il fait pour mettre un terme à ce conflit, parce qu'il a des possibilités, il a des armes, encore une fois, qui sont les armes de la réquisition. Vous avez tout de suite des arrêts maladie. Je suis d'accord. Mais enfin, c'est quand même intéressant, c'est que finalement les principaux protagonistes du conflit, les trois principaux protagonistes du conflit, les syndicats, la direction de Total, et puis quand même le politique, sont, j'allais dire, des cibles, mais j'allais dire idéales pour l'opinion publique, et traduisent finalement le malaise que nous avons dans ce pays à avoir des classes dirigeantes ou des corps intermédiaires qui, à un moment donné, sont capables de se mettre autour d'une table et de travailler ensemble. C'est le problème du pourrissement. Enfin, vous savez, Emmanuel Macron, c'était censé être lui ou le chaos. Bon, bah, on a les deux en même temps, c'est formidable. Et il y a une démission du politique, c'est-à-dire que à vouloir toujours casser les corps intermédiaires pour imposer des réformes qui sont perçues comme des contre-réformes parce que c'est pas des réformes de mieux-disance sociale, on arrive forcément à un moment à réveiller des syndicats qui auraient pu être autour de table de négociation. Mais d'un côté, vous avez un patron de Total, Patrick Pouyanné, qui s'augmente de 52% et ça passe, comme dirait Édouard Philippe, et c'est normal qu'à un moment des syndicalistes se disent mais attendez, c'est bien d'avoir 3,5%, mais c'est bien aussi que les actionnaires aient autant d'argent. Je suis heureux de travailler dans une entreprise qui fait autant d'argent. Maintenant j'en veux, et c'est normal. Et donc à un moment, je suis désolé, il y a un contrat social aussi. Il faut aller au-delà de ce conflit-là. C'est est-ce qu'on est d'accord avec les super profits, avec les multimilliardaires qui décident de tout, et avec une paupérisation croissante d'une part grandissante de la classe moyenne dans nos pays. Voilà, c'est ça la question. Donc elle est au-delà même de ce conflit. Ce conflit pose le doigt là où ça fait mal. Est-ce qu'on est d'accord qu'un patron s'augmente d'un claquement de doigts de 52% et que de l'autre côté, des gens rentrent dans la précarité énergétique ou je sais plus, on n'aurait plus le droit de dire la pauvreté, comme le dirait Agnès Pannier-Runacher. Non, c'est pas normal. Donc la question du partage des profits, elle est centrale et c'est l'impôt qui fait ça. Et malheureusement, l'impôt, c'est quelque chose qui est utilisé par les politiques pour dire il y en aura moins, ça ira bien. Mais sans impôt, regardez, il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus d'éducation nationale, il n'y a plus de route, il n'y a plus de centrales nucléaires, c'est formidable. Ça va relancer mécaniquement le débat sur les super profits lors de la discussion budgétaire dans quelques jours. Mais ça tombe à point nommé et du budget. Et à l'intérieur même de la majorité. À l'intérieur même de la majorité, je pense. Quelle est la répartition de l'utilisation des super profits ? Je suis d'accord pour que une part aille directement dans le cadre de l'Union européenne, une part aille directement dans les États-nations. Mais les salariés et la paupérisation, tu parles des classes moyennes, Alexis, mais il existe encore des classes populaires dans ce pays. J'entends la direction de Total qui dit on les a augmentés de 3,5%. De qui parle-t-on ? Des sous-traitants, de l'ensemble ? Non, des salariés. 3,5% par rapport à l'inflation. Ça n'est pas l'augmentation qui dépend de l'inflation. Disons que l'inflation en France est à 6%. Allez, allons-y. 3,5, il y a encore une baisse de pouvoir d'achat. Et donc les gens le sentent, cette baisse de pouvoir d'achat. Bien sûr. Voilà. Mais partout, à un moment donné, ce pays n'arrive pas à négocier. Et le fait de la non-reconnaissance successive des corps intermédiaires encore existants, même s'ils sont aussi faibles que l'ensemble des partis politiques, un peu plus forts mais faibles, on doit reconnaître les corps intermédiaires. C'est la seule solution pour qu'un pays puisse à peu près faire pays et faire collectif. Ouais, mais... Oui, enfin bon. On l'avait dit pendant la crise des Gilets jaunes, là aussi. C'est exactement le même. Mais c'est pareil. On a le même scénario. On n'a pas ce point de vue-là. Mais il y a un autre sujet, c'est que la façon dont le gouvernement traite le problème est tout à fait révélatrice. C'est-à-dire que c'est toujours au dernier moment, quand on est le nez face au fait, face à l'événement, qu'on commence à reconnaître qu'il existe un problème. Ça fait quand même plusieurs jours qu'on voit que c'est en train de monter. On a une communication de dénégation de la part du gouvernement qui est, à mon avis, absolument désastreuse, parce que les Français, eux, ils sont très bien compte qu'il y a un problème quand même aujourd'hui dans les stations-service et qui ne sert à rien d'euphémiser le langage comme ils le font en permanence pour essayer de résoudre le problème. Au contraire, ça ne fait que crisper la situation et à mon avis tendre encore une fois une partie de l'opinion publique. Et un président qui dit quand même pas de panique si je puis dire. Mais ceux qui ont caractérisé, tout va très bien, Madame la Marquise. Mais ce qui caractérise cette équipe au pouvoir depuis 2017, c'est l'incapacité de sentir et d'admettre les mouvements sociaux lorsqu'ils se présentent. Les Gilets
jaunes, ils ne les ont pas vus. Les masques, il n'y avait pas de pénurie. Tout ça peut reconnaître dans un livre ensuite, notamment de la part d'Olivier Véran, quelques années plus tard, lorsqu'il faut tourner la page, de dire oui, effectivement, nous n'avons pas dit la vérité. C'est quand même juste ce que dit Olivier Véran dans son livre. Aujourd'hui, depuis quelques jours, il n'y a pas de pénurie d'essence. Regardons, il suffit de regarder et de vivre ce que l'on vit pour savoir que c'est un mensonge. Donc, effectivement, pour reprendre l'expression de François Bayrou hier, on nous prend pour des oiseaux. Oui, mais il y a un moment où ce blocage et le chaos... Aussi, rendez-vous dans les urnes, vous voyez qu'en tout cas, ils n'y vont pas. Mais là, c'est le retrait, c'est l'abstention, c'est l'incapacité de pouvoir... La question concrète sur la réquisition, parce que le gouvernement l'État ne peut pas accepter que le pays soit à l'arrêt. Le retour d'expérience du gouvernement, c'est Gabriel Attal qui l'a expliqué ce matin, en disant, mais ça, on a bien vu que ça ne servait à rien. Lorsqu'on l'a fait la dernière fois, on a eu une cascade de congés maladie qui ont été posés par les personnes réquisitionnées. Donc ils se sont dit, ça ne sert à rien. Et en plus, politiquement, c'est le débat à ne pas ouvrir. Donc effectivement, la grande prudence d'Elisabeth Borne, qui passe son temps au téléphone depuis l'Algérie avec tous les acteurs de ce conflit, où d'ailleurs, c'est intéressant parce que on est en pleine crise et la moitié du gouvernement est en Algérie. La moitié du gouvernement est en Algérie, même Agnès Pannier-Runacher devait y aller, mais elle a été, entre guillemets, sauvée par le Covid, parce que ça aurait quand même été étonnant que cette ministre de la Transition énergétique soit en plein conflit de l'essence en Algérie. Mais voilà, c'est la situation. Alors, deux choses. Véronique me dit, un syndicaliste dément les chiffres donnés par Total. Un salarié chez Total gagne 2120 € brut par mois. Les 4900, c'est un chef d'équipe en fin de carrière. Et puis, Stéphane nous dit, les files aux stations dépassent le kilomètre en ce moment dans de nombreux endroits. Depuis plusieurs jours. Ça fait partie de cette fabrique de la réalité alternative qui a été chère à Donald Trump, qui revient sur la scène politique américaine. Mais la Macronie n'est rien d'autre chose que ça. C'est-à-dire, on est sur des éléments de langage perpétuels, on est sur de la novlangue où on va essayer de faire dire à un mot ce qu'il ne dit pas, et puis derrière, on nie le réel. Et à un moment, le mur des faits est là. Et je suis désolé, mais que ce soit sur l'inflation, que ce soit maintenant sur la pénurie d'essence, que ce soit sur les choix politiques qui ont été faits pendant le premier quinquennat, on arrive à une situation de blocage total, et c'est que le début. Et je veux dire que même si la direction de Total va jouer le jeu de la division, les Français contre les syndicalistes, les méchants syndicalistes, derrière les Français, il vaut aussi qu'il va falloir se battre pour son pouvoir d'achat. Et que peut-être les syndicalistes, ce coup-là, ils ont tellement raison que peut-être que moi aussi je vais me mettre en grève parce que ça va bien, je gagne pas assez. Quand vous êtes... C'est la grève générale, ça. Pause, 9h45. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Plus important que les avec vous sur Sud Radio, on continue le débat, même pendant la pub. Encore quelques mots sur la situation. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Francis tout à l'heure sur la manière de. Alexis. Excusez-moi, Alexis. Francis Poulain. Oui, Alexis. J'ai toujours un problème avec le prénom. Poulain, Non, tout va bien, Alexis. Pardon, désolé. Bonjour. Allez-y. En fait, il a raison. La reconstruction permanente de la réalité. Ce qui me frappe, c'est que depuis le début, cette pensée dite complexe ne veut que simplifier. Voilà. En fait, en réalité, il n'y a pas, en mettant des nuances et des propos extrêmement sophistiqués. Effectivement, on n'est pas dans la pauvreté, on est dans la précarité, on est et tout ce qui s'ensuit. Et ben en fait, ça vise en permanence à effacer. Et la réalité est à simplifier au maximum une situation, alors qu'en réalité, la vie est toujours très, très, très complexe, quoi. Ouais, mais alors, ils ont un allié redoutable justement pour que ça fonctionne, c'est qu'aujourd'hui, le fonctionnement du système, j'allais dire même médiatique, surtout médiatique, fonctionne à l'immédiateté. Donc, c'est-à-dire que l'amnésie est toujours activée très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens oublient ce qui s'est passé. Les masques, ils n'ont pas oublié. Et là, globalement, on considère que la crise a été bien gérée. Moi, je crois que la mémoire des citoyens, elle s'exprime dans les urnes et surtout en n'y allant pas. Je pense que c'est les résultats. On l'a vu durant les législatives. Les législatives sont intéressantes. La présidentielle et les législatives ont montré à quel point, effectivement, il y a de la mémoire politique. Un auditeur qui me signalait 1 kilomètre de queue, il me dit non, en général, c'était 500 mètres. Là, les forces de l'ordre sont débordées ce lundi matin. Donc, on va être pas loin du chaos avec des tensions. On a vu des bagarres se faire.
faire. Et puis, oui, d'autant plus qu'il y a, si vous voulez, vous avez le discours du gouvernement qui disait finalement on va passer, il n'y a pas de souci. Ouais. Et puis par ailleurs sur le terrain, vous avez quand même des préfets qui sont obligés de prendre des arrêtés pour tout simplement contingenter. Alors donc, vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a un hiatus. Ouais. Il faut quand même que les gens puissent aller travailler, quoi. Je veux dire, c'est clair et net. À un moment donné, quand ils ne sont pas au travail, ils ne sont pas payés. Donc ça pose un lourd problème. Oui, non, mais c'est regardez effectivement dans la rue ce matin, il y avait beaucoup moins de voitures. Ah oui. Tout le monde avec les objectifs de Madame Hidalgo sont atteints. Voilà, c'est ça. Non, mais... absolument. Si on parle des villes, c'est moins grave, mais si on parle des campagnes, c'est très grave. Bien sûr, c'est très grave. Et pour l'approvisionnement des différents commerces, non mais c'est. Bon, peu de temps pour parler de ce sujet difficile, compliqué, complexe qu'est la retraite, mais c'est Édouard Philippe qui, ce week-end, évoque un âge de retraite de 65, 66, voire 67 ans. Il faut faire davantage. Comment comprendre cette sortie d'Édouard Philippe, lui, cette grande interview. Surtout à la retraite d'Emmanuel Macron. À 2027, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, mais vous pensez que c'est très populaire de dire ça? En fait, il veut arrimer à horizon l'électorat de la droite. Oui, c'est ça. Il essaie de draguer par les macronistes, sachant qu'effectivement, comme on l'a dit auparavant, après 10 ans de Macron, il y aura une volonté d'alternance et lui, il pense que ça sera sur ce projet-là. Mais enfin, en même temps, on gratte un tout petit peu et on retrouve très vite le jupéiste. C'est-à-dire que des philippistes, on en a. Du philippisme, je ne sais pas ce que c'est. C'est tout simplement la Cour des comptes, quoi, son projet pour la France. Donc ça manque un peu de chair encore. Oui, mais il a été Premier ministre. Oui, c'est mais bien le problème. Justement. Que ne l'a-t-il fait justement. C'est bien le souci aujourd'hui d'Édouard Philippe. Aujourd'hui, il veut revenir en force avec cette approche-là et en disant la seule condition, l'alpha et l'oméga de mon projet pour la France, c'est la trajectoire budgétaire. C'est un peu faible. C'est un peu juste. Il s'occupe peut-être des finances de la mairie du Havre avant de s'occuper des finances de la France. Ce sera un bon début. Et puis après, il y a derrière ce que dit Monsieur Philippe, l'idée aussi d'élargir la fenêtre d'Overton. Plus on va pousser, plus on va accepter finalement ce décalage de l'âge de départ à la retraite. Alors, ça pourrait être pire, finalement, 64 ans, bon, pourquoi pas, mais ça fait vraiment partie d'un jeu politique, je pense... facile puisqu'on est en 2022 et que lui pense à 2027, donc il a 5 ans pour en enfiler des perles de cet acabit-là avec Horizon, mais clairement c'est une déclaration politique pour draguer effectivement d'un côté des électeurs, de l'autre côté de possibles financiers, du côté de certains fonds de pension. Mais c'est le problème des retraites, encore une fois, c'est pas le problème des retraites, c'est le problème du marché du travail. Quand vous êtes vu comme usé et inemployable à partir de 55 ans, vous pouvez pas dire aux gens qu'ils vont bosser 10 ans de plus. Donc c'est une question du travail, c'est pas une question de la retraite. Et je vois rien sur le chantier du travail des seniors s'aligner pour accompagner cette réforme des retraites. Un mot et puis après, juste pour dire effectivement, en tout cas, Emmanuel Macron est bien entouré entre François Bayrou qui trouve qu'il va trop vite et Édouard Philippe qui trouve qu'il va pas assez vite. Franchement, la majorité se porte bien. Et Bayrou qui entre autres dans cette interview dit la France va mal. Donc ça veut dire mal géré. Jean-Luc Benamia sur cette interview d'Édouard Philippe par rapport aux classes populaires et par rapport aux personnes qui sont déjà fatiguées. Les classes quoi? Oui, j'ai compris. J'ai compris, c'était ironique. Parce qu'effectivement, on ne voit pas où elles sont dans son discours. Nulle part. Dans son discours, on voit bien que ça s'adresse. Moi, je veux bien, quand on est dans des professions intellectuelles, travailler à 65, 66, 67, c'est faisable, largement faisable. Pour un certain nombre de métiers, c'est absolument infaisable. Les gens arrivent fatigués déjà à 55, 56, 57. On est dans quelque chose d'illusoire. Et si on voulait donner encore plus de voix à l'extrême droite, on s'y prendrait pas autrement. Oui, mais c'est aussi la question du travail, parce que on parle des gens fatigués, mais on parle aussi des gens mis à la retraite, des femmes en particulier, qui à 45 ans sont jugées obsolètes dans bien des secteurs et bien des métiers. Et c'est aussi ça qu'il faut voir. C'est un des cœurs du problème, c'est-à-dire que dès qu'elle
décaler l'âge de la retraite pour faire un contingent de chômeurs âgés, ça ne va rien arranger aux finances du pays. Et derrière, il n'y a pas de réflexion par rapport à ça. Et quel travail? Enfin, il y a des métiers, je suis désolé, c'est dangereux de les exercer après 60 ans. Même si Président de la République. Par exemple. Pour revenir à notre débat du début, pensez à Joe Biden. Ne serait-ce que celui-là. Mais voilà, donc il y a toujours cette négation de la réalité humaine, cette négation aussi de la réalité populaire, ce que c'est que les gens ne travaillent pas par plaisir, hein, c'est une nécessité pour payer les factures. C'est voilà, donc pour certains, oui, c'est peut-être un plaisir de travailler quand la nature du travail consiste à organiser des déjeuners et des dîners pour savoir qui on va dézinguer en sortant les couteaux. Mais ça, c'est pas du travail, c'est une occupation noble, certes, mais qui mériterait un peu plus de noblesse, justement, la politique, en prenant en compte la situation des plus pauvres et de ceux qui souffrent dans la société. En tout cas, c'est une semaine compliquée qui s'ouvre pour le gouvernement avec l'examen du budget. 49.3 en ligne de mire. Bon, le 49.3 me paraît inévitable. Il était organisé pour ça. Oui, il était organisé pour ça. Là aussi, on a assisté à une belle scénographie. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir quand même la position des uns et des autres lorsque le texte sur les retraites arrivera, et notamment celle des Républicains. Parce que, à mon avis, les Républicains, idéologiquement, ne sont pas très éloignés des propositions d'Édouard Philippe. Le problème, c'est qu'ils ont un électorat qui est très anti-macroniste. Ils ont proposé donc ça va être quand même un jeu compliqué. Justement, ils ont proposé beaucoup d'amendements, déposé beaucoup d'amendements, parce qu'ils ont intérêt à ce que le débat n'ait pas lieu. Pour justement qu'il n'ait pas à se prononcer. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Il est 9h57 dans un instant. L'émission Média avec Christiana Reali. À tout de suite.